Alors, Madame Lepage-Savary, vous avez aussi, en plus de tout ce que vous avez accompli dans votre carrière, vous avez aussi été présidente de la PES de 92 à 95. Vous êtes arrivée à un moment charnière dans l'histoire de la PES, une époque où les structures se transformaient avec l'arrivée d'un directeur général et tous les changements qui se passaient aussi dans le réseau de la santé. Expliquez-nous un peu comment l'APES s'est développée pendant vos 3 années au niveau administratif. Ben, je pense que j'ai contribué à écrire un peu l'histoire de l'association dans le sens où j'étais la première présidente à travailler avec un directeur général qui venait tout juste d'être recruté. Et ça a transformé énormément le rôle du président ou de la présidente dans le bon sens. C'est-à-dire que le président ou la présidente avait à ce moment-là moins de charges d'intendance, de gérer les opérations de l'association, et plus de charges de visibilité publique, de faire valoir son opinion, d'être présent dans les forums stratégiques sur la santé, de participer aux décisions des décideurs, que ce soit les décideurs gouvernementaux ou les décideurs professionnels. Alors, ça a transformé beaucoup le rôle d'un président d'association comme celle de la PES, puis c'est arrivé à un très bon moment. Parce qu'à ce moment-là, il y avait plusieurs enjeux dans le réseau de la santé. Tout d'abord, la transformation à partir du virage ambulatoire, la fermeture de lits de façon intensive dans les hôpitaux, la transformation du travail des professionnels de la santé pour proposer des soins ambulatoires plus spécialisés et donc permettre de diminuer le nombre de lits disponibles, mais d'intensifier les services cliniques. Donc, les pharmaciens devaient y être. C'est un enjeu important de l'époque. Vous vous souvenez qu'à l'époque aussi, il venait juste d'y avoir la création finalement des CLSC. Et il y avait l'idée de créer avec les CLSC davantage de soins de première ligne en dehors des hôpitaux. Donc, c'était un peu compatible aussi avec le virage ambulatoire. En même temps, nous, à la PES, on arrivait à 1000 membres. Donc, c'était quand même un nombre assez considérable de personnes à travers tout le Québec. Et il fallait transformer la culture des pharmaciens qui étaient, je dirais, un peu timides et qui n'osaient pas s'affirmer, donner leur opinion publiquement sur des sujets chauds comme la vision sur le réseau de la santé, la vision du gouvernement sur le virage ambulatoire ou sur d'autres sujets de soins ou de services, dans lesquels, pourtant, les pharmaciens étaient très, très, très impliqués et avaient une bonne vision. Alors, j'ai été une des présidentes qui a décidé d'engager une firme de communication pour travailler un plan de communication, mais aussi encourager les pharmaciens à partager leur vision avec un peu d'aide aussi de la présidence, à intervenir publiquement dans les débats publics. Alors, j'ai été moi-même très présente dans plusieurs débats publics, le virage ambulatoire notamment, aussi lors de la création de l'assurance médicaments. J'étais moi-même experte retenu par le ministre de la Santé pour faire des auditions avec les groupes, puis proposer un système universel d'assurance médicaments. Alors, je pense que j'ai marqué l'histoire seulement avec ces deux dossiers-là. Et puis, on était en négociation intensive. Et vous savez que les négociations, c'est le nerf de la guerre. Hein? Les médecins savent ça depuis longtemps. Alors, on n'avait jamais, nous, les pharmaciens, osé faire des moyens de pression en disant on ferme notre clinique aujourd'hui, puis les patients qui étaient vus par les pharmaciens, malheureusement, les médecins, vous allez devoir les voir vous-même et vous en occuper. Donc, c'est le genre de choses qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Sauf que je pense que quand on veut obtenir, je dirais, un respect dans l'importance de ce qu'on amène comme service clinique, il faut aussi avoir le courage de dire on prend les moyens pour le faire. Alors, dans les négociations, ça piétinait, ça faisait 2 ou 3 négociations successives, dont 2 ou 3 ans de fil, où on n'arrivait pas à nos objectifs de négociation. Les pharmaciens étaient des experts cliniques, mais sous-payés par rapport et dont les conditions de travail n'étaient pas compatibles avec le rôle important qu'ils avaient à jouer. Et de plus en plus, avec le virage ambulatoire, on savait qu'ils devaient intensifier leur rôle de soignants ou de professionnels très impliqués au niveau des soins directs aux patients. Alors, mon travail de présidente, ça a été d'être très visible sur la place publique, mais aussi d'encourager les troupes, à dire, écoutez, on est rendu à des moyens de pression, et même si on cherche le bénéfice des patients, il faut aussi penser à améliorer l'accès à nos soins et à nos services. Donc, les moyens de pression, même si ça peut avoir l'air de faire mal à la clientèle, ben, d'un autre côté, ça fait comprendre l'importance de quand on n'est pas là. Et évidemment, ce pari-là a été gagné.
après 2 ou 3 événements de débrayage qu'on a fait, surtout dans les secteurs cliniques, où on n'offrait plus de services cliniques aux patients et on se limitait à offrir des services plus de distribution. Les médecins, les professionnels de la santé, le gouvernement se sont rendus compte du trou que ça faisait lorsqu'il n'y avait plus de disponibilité des services cliniques d'un pharmacien. Et les patients eux-mêmes se sont mis à protester, à dire écoutez, moi j'ai besoin de mon pharmacien, je veux qu'il soit là, je me sens plus sécure quand il est là pour mes traitements de chimiothérapie ou pour mes traitements prévus en ambulatoire de l'hôpital. Alors finalement, c'était un concours de circonstances où ça a permis de démontrer l'importance du rôle que le pharmacien joue dans sa pratique auprès des patients. Et donc, c'était d'une pierre deux coups, c'est-à-dire que ça a fait beaucoup les manchettes, cette négociation-là. Il y a eu des hauts, des bas, ça a été très difficile, ça a été long, mais on a obtenu l'objectif qu'on voulait, c'est-à-dire une augmentation assez considérable de nos conditions de travail et de nos rémunérations, mais en plus, une image publique de ce que les patients pensaient de nous et comment le public percevait l'important rôle qu'on jouait. Alors, je pense que ça, c'est quand même un facteur important. Puis ça aussi, ça a marqué l'histoire de la PAES, je crois. Et comment ont réagi les membres? On parlait que c'était un changement de culture à la PAES. Comment les membres ont réagi devant la nouvelle stratégie de négociation? Il a fallu la vendre, la stratégie. Ça veut dire, à l'équipe de direction de la PAES, on avait plusieurs stratégies. D'abord, on a peut-être été les premiers à se donner un plan de communication. Pour travailler le message, travailler à la fois nos gens internes pour faire comprendre la logique de ça. Puis, on a fait des assemblées générales à plusieurs reprises avec les pharmaciens pour expliquer. Quand on est transparent, on explique, les gens voient le bénéfice. Mais il y a eu de fortes discussions, c'est sûr, parce que certains pharmaciens ont dit, mais c'est pas dans notre nature de faire ça, on a l'impression d'être dénaturé si on va jusque-là. Et là, il a fallu les convaincre que non, voici, les médecins en font des moyens de pression. Ils ne sont pas nécessairement leur fonction amoindrie ou dénaturée parce qu'ils le font. Ils le font pour le bien du patient. Alors, on a recentré le discours aussi. Pourquoi on n'osait pas le faire? C'est parce qu'on voulait que les patients aient les meilleurs soins. Mais si on continue à faire ça, on ne se donne pas les moyens pour faire en sorte qu'il y ait une plus grande accessibilité des soins pharmaceutiques aux patients. Donc, on est à l'étape suivante. Il faut vraiment prendre des moyens qui sont un petit peu plus corsés et démontrer que l'accessibilité aux soins pharmaceutiques n'est pas une option, mais qu'il est vraiment une réalité incontournable pour assurer le virage ambulatoire et donner les meilleurs soins aux patients. Donc, c'est un peu ce qu'on a travaillé comme message et à force de discussion, à force de travail, puis l'image publique aussi s'améliorait en cours de route. Les gens voyaient la présidence prendre position. Donc, il y a eu un effet d'entraînement. Et c'est comme ça qu'on a entraîné nos pharmaciens à avoir une culture de pouvoir énoncer leur vision des choses. Puis, ils ont une belle vision des choses, les pharmaciens. Une vue très globale et très axée sur, on appelle ça center care. Alors, une pensée centrée sur les bénéfices que les patients ont d'avoir des soins ou des services. Alors, c'est des gens, je pense, qui pouvaient avoir ce message-là parce qu'ils le croient vraiment puis ils le font vraiment dans leur quotidien. Vous avez parlé aussi de 2 dossiers importants au milieu des années 90, le virage ambulatoire et le régime général d'assurance médicaments. Racontez-nous un peu quelle était la vision de l'APES, la vision des pharmaciens, l'établissement de santé dans ces 2 dossiers et comment vous avez contribué à la mise en place du programme. Bon, ben, c'est une excellente histoire parce que, vous savez, ça a été une très grande opportunité pour les pharmaciens de positionner leur vision. Tout d'abord parce qu'antérieurement, les pharmaciens n'étaient tellement pas visibles sur la place publique que personne n'aurait pensé aller chercher leur opinion via leur président. Alors que lors de l'événement où le gouvernement a commencé à penser à diminuer l'aide de fourniture de médicaments au niveau de l'ambulatoire, il y avait des cliniques spécialisées qui fournissaient par les hôpitaux des médicaments aux cancéreux, aux malades souffrant de tuberculose, et ainsi de suite, aux gens atteints de santé mentale. Et le gouvernement trouvait que ça lui coûtait très cher et que ça pouvait créer des inéquités, donc songeait à abolir ce système-là. Et il y a eu une pression énorme de l'opinion publique à l'époque pour empêcher le gouvernement d'aller de l'avant dans cette opinion-là, dans cette vision-là. Alors, le ministre de la Santé de l'époque, qui était Marc-Yvan Côté, était un peu mal pris avec ça. Il lui fallait des experts pour venir travailler une solution qui était acceptable aux yeux du grand public.
et des experts qui connaissent le réseau de la santé. Alors, à partir de là, on m'a interpellée, j'étais encore présidente de la PES, pour participer à créer un groupe de travail qui a parcouru le Québec, un genre de commission parlementaire, et on a reçu en entrevue environ 150 groupes pendant 4 mois. Et puis, avec Jean Francard, qui était éditorialiste au Devoir, un journaliste chevronné, et le docteur Jocelyn Demers, qui était hémato-pédiatre à Sainte-Justine, bien, nous étions le trio qui avait été désigné par le ministre de la Santé pour faire des recommandations au ministère, d'abord au ministre et au Conseil des ministres. Et la recommandation qu'on a faite, comme un accord tous les trois, c'était de dire il nous faut, à partir du moment où on a une logique d'assurance maladie, tous les gens peuvent avoir accès à un médecin. Mais une fois qu'ils rencontrent le médecin, dans 90% des cas, à l'époque c'était la situation, ça n'a pas beaucoup changé, ça se traduisait par la prescription d'un médicament. Et le médicament, lui, n'était pas accessible. Ou il était de manière illégale, selon que les gens avaient les moyens de se l'offrir ou pas. Alors, la logique que j'ai défendue, je pense qu'elle est encore bonne aujourd'hui, c'est que si on veut vraiment offrir un système universel efficace de soins de santé, il faut aller jusqu'au système universel aussi des médicaments, qui sont le moyen thérapeutique le plus courant. Alors, c'est ce qu'on a défendu. Et puis, au ministère de la Santé, ils nous ont dit, vous êtes fous, vous êtes des rêveurs, on n'aura jamais les moyens de se payer ça. Alors, on a travaillé avec des économistes de la santé, puis on a déposé une évaluation du réalisme, si on veut, selon 3 ou 4 modalités que les économistes avaient travaillées à notre demande. Et puis finalement, bien, les élections suivant cette année-là, c'était un enjeu, l'assurance médicaments, et la population du Québec a voté en faveur. Donc, on se retrouve maintenant à être la seule province du Canada à avoir un système complètement universel d'assurance d'accès aux médicaments, selon des modalités, il y a du privé et du public, mais au moins on a accès, on a un système qui est un filet de sécurité pour avoir accès aux médicaments. Et beaucoup de gens des États-Unis et des provinces canadiennes nous envient d'avoir un tel système. Rappelez-vous le rapport Kirby, le rapport Romano, chacun de ces rapports-là statuait que l'idéal, ce serait d'avoir un filet de sécurité, d'accès aux médicaments dans le reste du Canada pour compléter la couverture de l'assurance maladie. Donc, je pense que la PES a écrit l'histoire. Et si on est venu nous chercher, c'est parce qu'on était convaincus au niveau des hauts décideurs du gouvernement qu'on avait une contribution à apporter dans la vision. Et j'en suis très fière. Depuis en 2004, vous avez eu de nouvelles fonctions au CHUC. Oui. Parlez-nous un peu de la direction que vous avez implantée et de la nouvelle gestion, nouvelle évaluation de la gestion que vous avez mis en place. Ben, en fait, il faut se rappeler qu'en 2004, bon, on essayait de. Les hôpitaux s'étaient fusionnés. Bon, on avait d'un côté les C3S, les soins de première ligne, les hôpitaux universitaires, les hôpitaux à vocation générale. Et on savait à l'époque, depuis 4 ou 5 ans, autour des années 99 et 2000, déjà aux États-Unis, on utilisait l'approche Toyota dans les hôpitaux universitaires, mais aussi les hôpitaux privés, pour améliorer la qualité des soins, la qualité de la performance clinique. Alors, l'idée qu'on a eue dans le CHUC, c'était de créer un poste de directeur de haut niveau, le directeur qui relève directement du directeur général, avec une équipe d'experts, pour amener la réingénierie dans l'approche Lean et faire l'évaluation aussi, gestion des risques, qualité, créer une petite équipe d'unité d'évaluation des technologies et des modes d'intervention en santé. Alors, ça peut inclure des médicaments, ça aussi. Donc, de créer une squad team là, dont les responsabilités sont transversales. Donc, c'est une direction matricielle qui avait une autorité morale sur l'ensemble des directions de l'hôpital dans les démarches d'amélioration continue de la qualité et des modifications de processus pour améliorer l'accès aux soins, améliorer les délais d'attente des patients, améliorer tout ce qu'on était capable d'améliorer pour pouvoir réallouer des services additionnels à nos patients. Alors, ça a tellement bien marché que maintenant, ce modèle-là, le modèle qu'on a créé s'appelait la DECIP, comme en mouvement, en équipe, en direction de l'évaluation de la performance, de l'ingénierie de la qualité et de la prévention des infections, qui était un groupe de travailleurs qui était autrefois sous l'autorité des soins infirmiers, qui est devenu un groupe aussi dans l'évaluation de gestion des risques. Et quand on y pense, c'est logique aussi. Alors, ce modèle-là, Felitti, il a été créé au CHUC en 2004, mais à ma connaissance, depuis 2004, il y a des C3S, des hôpitaux universitaires
et les hôpitaux à vocation générale qui se sont dotés d'équipes à petite échelle qui composent à peu près les mêmes objectifs là, de gestion. Et Agrément Canada, qui a revu ses normes de gouvernance récemment, des années 2007 à 2010, a statué que les approches qui s'inspirent de l'approche Lean et avec une structure de gouvernance dans laquelle il y a des directions vraiment avec une autorité morale très grande sur le plan transversal, c'était les meilleures approches en termes de pratiques de gestion dans le réseau. Alors, ça fait partie des pratiques exemplaires qui sont identifiées par Agrément Canada. Alors, je ne suis pas trop surprise qu'il y ait beaucoup d'hôpitaux qui commencent à vouloir se doter d'une équipe comme ça, mais l'équipe peut être variable selon la culture de l'établissement, mais partout il y a une préoccupation pour avoir des fonctions transversales fortes d'évaluation de performance clinique. Et je dois dire que tout récemment, l'INES m'a proposé, l'Institut national d'excellence en santé, une troisième ou une quatrième carrière, je ne sais trop, de directrice pour implanter cette approche-là ici, à l'intérieur des équipes qui travaillent pour le Conseil du médicament et également pour l'évaluation de technologie des modes d'intervention en santé. Et le rôle de l'INES, si vous regardez la loi, est très large, très complexe. Il y a maintenant des guides de pratique de toute nature qui doivent être produits par l'organisation. Et surtout, notre mission, c'est de favoriser l'utilisation performante et efficiente des ressources dans le réseau de la santé, à partir des recommandations qu'on fait dans nos rapports. Donc, c'est sûr que ça va changer les pratiques et qu'il faut qu'on travaille beaucoup avec les pharmaciens, les médecins, les professionnels, puis les gestionnaires du réseau. Ce dont j'ai acquis une très grande expérience, finalement, avec toutes ces années passées. Alors voilà, vous savez, des fois, on n'a pas l'impression qu'on va faire une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième carrière, mais dans mon cas, je dois vous dire que je commence à les accumuler. Voilà. Avec succès. Ben, on essaie. Oui.